À l'Agence nationale de sécurité, ils l'ont appelé le programme. Nous sommes en état d'urgence. Créé après le 11 septembre, Des moyens extraordinaires sont requis pour contrer cette menace. pour recueillir des données sur des citoyens américains. Pour débusquer des conspirateurs inconnus, la seule façon de faire était d'espionner tout le monde. Une action secrète au plus haut niveau du gouvernement, sous 2 présidences. Ils espionnaient tout l'Internet. Il a décidé de garder intact presque tout le programme. J'ai soutenu que c'était contraire à l'éthique, illégal et inconstitutionnel, et que lorsque tout ça sera connu, ce sera l'enfer sur Terre. La plus importante fuite de secrets gouvernementaux prend sa source dans un simple courriel envoyé en décembre 2012 à une adresse IP de Rio de Janeiro. Glenn Greenwald, un des journalistes les plus occupés du monde, est chez lui à Rio quand il reçoit un courriel de quelqu'un qu'il ne connaît pas. Ce n'est pas un ami, ce n'est pas sa mère, et ça dit simplement « J'ai en ma possession certaines choses qui pourraient vous intéresser ». Il ne donnait pas son nom, il disait de façon énigmatique et très vague qu'il avait des informations dont il voulait discuter avec moi, mais à la condition expresse que j'installe un système de cryptage. Glenn Greenwald, blogueur et chroniqueur du Guardian, n'a guère prêté attention à ce courriel. Au départ, cette première tentative de divulgation de secrets est carrément tombée à l'eau. Mais la source n'abandonnait pas. Elle échangeait maintenant des courriels à Berlin avec la documentariste américaine Laura Poitras. Quelques semaines plus tard, à New York, Laura Poitras rencontrait le journaliste spécialiste de la sécurité nationale Barton Gellman dans un restaurant. Elle voulait agir avec une extrême prudence. Laura Poitras lui demande alors d'évaluer sa source en lui envoyant un courriel. Sa source, qui est aussi devenue la mienne, prenait de très grandes précautions, dans le plus pur style de l'Agence de sécurité nationale. Elle m'appelait Brass Banner et se donnait elle-même le nom de Verax, qui signifie 10 heures de vérité en latin. Dans des messages cryptés ultra sécuritaires, Verax laissait miroiter un scoop sans précédent, mais il y allait aussi d'une mise en garde. Il estimait que sa liberté et possiblement sa vie étaient en danger. Et il m'avertissait que si les services de renseignement américains en venaient à penser qu'en m'éliminant, ils pourraient empêcher l'histoire de sortir, que la mienne aussi serait en danger. À la fin de mai, Verax surprend Gellman et Poitras en leur envoyant une invitation. Ça disait « Rendez-vous à Hong Kong ». Laura Poitras voulait y aller, mais pas Gellman, inquiet de ce rendez-vous secret donné en Chine étrangère. Mais elle connaissait quelqu'un d'autre qui accepterait peut-être de l'accompagner. On s'est rencontrés ce soir-là dans le hall de mon hôtel. Elle m'a montré ses échanges de courriels avec cette personne qui prétendait travailler pour la sécurité nationale et avoir accès à des informations névralgiques qu'elle estimait très compromettantes. Elle disait clairement qu'elle voulait nous les remettre à tous deux. Glenn Greenwald décide alors d'accompagner Laura. Ewan McCaskill, un reporter chevronné du Guardian, est également du voyage. À l'époque, je n'y croyais pas vraiment. Je ne prenais pas ça vraiment au sérieux. Et je trouvais l'histoire plutôt nébuleuse. Une fois en plein ciel, Laura Poitras décide qu'elle peut sans danger montrer à Greenwald des documents qui proviennent de sa source. Laura a sorti de sa poche une clé USB avec un petit air espiègle, l'air de dire « devine ce que j'ai ». Et elle m'a dit qu'elle venait récemment de recevoir une quantité assez importante de documents d'archives. Ils arrivaient mal à contenir leur excitation parce que c'était la plus grosse histoire depuis la révélation des papiers du Pentagone dans les années 70. Les documents étaient d'une telle ampleur, et il y en avait tellement, nous avions en notre possession des milliers, pas seulement des dizaines ou des centaines, mais plusieurs milliers de documents top secrets de la NSA qui touchaient un large éventail d'activités de surveillance et qui émanaient d'une des sections les plus névralgiques de l'agence.
Pour la première fois à ce moment-là, j'ai vraiment réalisé que cette histoire serait du jamais vu dans toute l'histoire politique et journalistique américaine. À Hong Kong, Greenwald et ses amis se rendent à un hôtel situé à Kowloon. Les directives qu'avait données Edward Snowden à Glenn et Laura ressemblaient à un chapitre d'un roman de John le Carré. On ne savait toujours pas à qui on avait affaire, l'âge qu'il avait, sa race. On ne savait rien sur lui sur le plan démographique. Il nous avait avisé qu'il tiendrait un cube Rubik à la main en arrivant, ce qui nous permettrait immédiatement de l'identifier. Tout à coup, un homme avec un cube Rubik s'est avancé vers eux, ce qui était le code. Mais cet homme ne correspondait pas du tout à ce à quoi il s'attendait. Il s'attendait à voir un vétéran bourru de la CIA, vêtu d'un blazer bleu, avec peut-être un peu de pellicule, une cravate, le front dégarni et les cheveux grisonnants. À la place, ils avaient devant eux un petit blanc-bec, avec un corps d'étudiant maigre qui semblait sortir tout droit du secondaire. Et c'était lui leur source. C'était cet homme qui détenait soi-disant les joyaux de la couronne. Edward Snowden les invite alors à monter à sa chambre. Dans sa chambre, il avait empilé des oreillers devant sa porte, aussi haut qu'il le pouvait, et aux pieds aussi. Comme ça, si quelqu'un essayait d'écouter aux portes, sa tâche serait plus difficile. Durant des jours, il recueille minutieusement son témoignage. Puis le journaliste Ewan McCaskill du Guardian envoie un message texte à son éditrice Janine Gibson à New York. Janine savait que j'aime la bière Guinness. Elle m'avait dit, si ce Snowden n'est pas un canular, envoie-moi un message qui dit simplement « La Guinness est bonne ». J'étais persuadé à 100% que Snowden et ses documents n'étaient pas bidons, et j'ai envoyé le message à Janine « La Guinness est bonne ». Les documents qu'Edward Snowden leur avait remis révélaient en détail les dessous d'un des secrets les mieux gardés du gouvernement des États-Unis. On le connaissait sous le nom de programme. C'est le 11 septembre 2001 à Fort Meade, au Maryland, que le programme avait été mis en place au quartier général de l'Agence de sécurité nationale. Mon pauvre chef de la sécurité n'a même pas eu le temps d'ouvrir la bouche. Je lui ai dit que tout le personnel non essentiel sorte immédiatement. Oh my goodness, there is smoke pouring out of the Pentagon. Tout le monde regardait la télé parce que c'est la télé qui diffusait la nouvelle. Ça ne venait pas des ordinateurs de la NSA, ça se passait à la télévision. Parce que nous n'avions absolument rien vu venir. À la Maison-Blanche, c'est le chaos, alors que presque tout le monde est évacué. Presque immédiatement, Dick Cheney ordonne à David Addington, son avocat, de faire le nécessaire pour que le président puisse exercer de façon unilatérale son rôle de commandant en chef. Cheney a dit « Quels sont les pouvoirs dont nous avons besoin, dont le président a besoin et qu'il ne détient pas encore pour réagir à cette catastrophe? » Ils ont décidé qu'ils allaient tester toutes les limites qu'ils avaient. Addington a dit « On va pousser jusqu'à ce qu'on nous oblige à arrêter. » Le 12 septembre, l'atmosphère était lugubre au quartier général de la NSA. Nous avons tous fait notre examen de conscience. Une catastrophe venait de se produire et tous se sentaient coupables jusqu'à un certain point. Il faut se rappeler que la NSA a été créée après la Deuxième Guerre mondiale afin de prévenir une autre attaque surprise comme celle contre Pearl Harbor. On ne voulait plus de Pearl Harbor. Dans le sillage des événements, l'agence se posait plusieurs questions troublantes. Pourquoi la NSA n'avait-elle pas réussi à tout voir venir? Sous l'administration Nixon, la NSA avait dérapé en espionnant les Américains. Rappelée à l'ordre par le Congrès, la NSA a mis fin à cet espionnage domestique pendant plus de 20 ans, car c'était illégal pour la NSA d'espionner des Américains.
Pour un analyste de la NSA, cette règle légale était une barrière infranchissable, au point où plusieurs estimaient qu'elle était trop restrictive et qu'elle entravait la capacité de la NSA à dépister les complots terroristes. Certains à l'agence estimaient que la NSA avait été trop prudente et pensaient que les attaques du 11 septembre auraient pu être évitées. À Washington, de plus en plus de gens demandaient qu'on stoppe la prochaine attaque. Il faut se rappeler que des terroristes vivaient déjà au pays depuis des mois sans qu'on le sache. Y avait-il d'autres choses qu'on ne savait pas? Nous étions grandement préoccupés par le fait que non seulement on n'avait pas pu tout voir venir, mais qu'on n'avait rien vu du tout. George Tenet, le directeur de la CIA, subissait des pressions de la part du vice-président. Cheney a dit à Tenet, « Dressez-moi une liste de ce que vous voudriez faire, mais qu'on ne vous permet pas encore de faire. » Comme la CIA avait conçu les opérations secrètes lancées contre Al-Qaïda, George Tenet contacte le général Hayden. George m'a appelé pour me dire « Mike, qu'est-ce que tu peux faire de plus? » J'ai dit « George, rien de plus dans les limites des pouvoirs qui me sont accordés. » Après quelques instants, il m'a dit « Ce n'était pas ça la question. Est-ce que tu pourrais en faire plus? » J'ai répondu « Laisse-moi y penser. » Le général Hayden avait compris le message. Au quartier général de la NSA, il fait passer le mot. Enlevez vos gants blancs et soumettez-moi un plan musclé. Edward Loomis leur dit alors ce qu'il fallait faire d'après lui. Commencer à surveiller les communications Internet de l'étranger qui transitaient par les États-Unis. Les plateformes Internet américaines traitent une très grande partie du trafic Internet mondial. Alors j'ai dit, permettez-nous de collecter les données qui entrent et qui sortent des États-Unis afin de combattre le terrorisme. Mais d'autres personnes à l'agence proposaient une collecte de données beaucoup plus invasive. Ils proposaient de mettre sur pied un tout nouveau programme de surveillance sans mandat qui intercepterait toutes sortes de renseignements en profitant des grands axes de communication modernes qui passent par les États-Unis. L'idée derrière ce programme était que la seule façon d'arriver à débusquer des conspirateurs inconnus, c'était d'espionner tout le monde. C'était une ébauche que le général Hayden pouvait aller présenter au vice-président à Washington. C'était sa première visite à la Maison-Blanche. Cheney avait suggéré la question de Bush. Qu'aimeriez-vous faire que vous ne pouvez pas faire actuellement pour nous aider à prévenir un autre 11 septembre? Le général Hayden leur décrit alors les grandes lignes du programme. Il recueillerait des données à partir des appels téléphoniques et des communications Internet effectuées par des millions d'Américains pour ensuite cibler les connexions suspectes. Sauf qu'il doutait de la légalité de la chose. La première chose que le président m'a dite, c'est « Mike, je comprends votre inquiétude, mais il y a des choses qu'il va falloir faire. Et j'estime que je dispose de l'autorité nécessaire pour autoriser le plan que vous nous proposez. » Le président a dit, « Allez-y, mettez ce programme au point et revenez-moi. Nos avocats vont se pencher là-dessus, mais je vous donne l'ordre d'aller de l'avant. » En sortant de la Maison-Blanche, le général Hayden savait que le programme serait forcément controversé. Jamais un président n'avait autorisé une telle chose. Le 4 octobre, dans le plus grand secret, le président signait avec Dick Cheney l'ordre qui autorisait le programme. Cet ordre était rédigé par David Addington, l'avocat du vice-président, et non par l'avocat du président. C'était non seulement inhabituel, mais probablement unique dans l'histoire des grandes opérations du renseignement américain. Cet ordre fut l'un des secrets les mieux gardés des 4 années de l'administration Bush-Cheney. C'était tellement secret que plusieurs personnes qui s'occupaient de sécurité nationale à la Maison-Blanche et au gouvernement n'en connaissaient pas l'existence. David Addington apporte alors personnellement une copie du document secret à la NSA, à Fort Meade. Il a dit « J'arrive, je serai là dans 30 minutes environ. » C'était fait dans le plus grand secret. Il est arrivé sur le campus de Fort Meade, est monté au dernier étage et m'a remis l'ordre en main propre. Maintenant, le général Hayden voulait recevoir l'approbation de Robert Dietz, son avocat général. Je pense qu'il était inquiet et voulait connaître mon opinion sur la légalité de ce programme.
On leur a dit, le président l'a signé, il a été certifié comme étant conforme à la loi. Et lorsque toutes les autres signatures seront là, c'est bon, on salue, très bien, c'est légal et on va de l'avant. 2 autres avocats de la NSA vont également approuver le programme. Nous en sommes tous arrivés à la même conclusion, chacun de notre côté. Il n'y avait aucun doute dans nos esprits que c'était une utilisation légitime des pouvoirs présidentiels accordés par l'article 2. Le général Hayden venait d'entendre exactement ce qu'il lui fallait. L'article 2, faisant du président le commandant en chef, le permettait. La collecte massive de données pouvait commencer. Qui courriel avec qui? Qui envoie des messages textes à qui? Qui fait des appels Skype avec qui? Ils collectaient beaucoup de renseignements, provenant également d'appels téléphoniques. Le programme était l'un des secrets les mieux gardés. Seule une poignée d'employés de la NSA savaient ce que le président avait autorisé. Mais la plupart étaient tenus dans le noir, dont Thomas Drake, un cadre supérieur. Drake ne connaissait rien des accords conclus entre le général Hayden et la Maison-Blanche. On l'avait assigné à une toute autre tâche. Conformément aux règles qu'il croyait devoir suivre, tout ce qu'il trouverait devait protéger la vie privée des Américains. Thomas Drake commence alors à fouiller les dossiers secrets de recherche et développement de la NSA. Il est tombé sur un module autonome de recherche et a découvert qu'il y avait effectivement un logiciel prototype qui, avant les événements du 11 septembre, aurait pu servir à espionner les conversations du monde entier. Ça s'appelait ThinThread. ThinThread, un logiciel qui pouvait intercepter et classer d'énormes quantités de données téléphoniques et Internet, était une invention de Bill Binney, un crypto-mathématicien chevronné. Le but était de bâtir un réseau mondial de communication englobant tous les interlocuteurs du monde. Il devenait possible d'utiliser ces métadonnées pour extirper les renseignements contenus dans ces dizaines de téraoctets interceptés. Mais pour s'assurer que la NSA n'espionnerait pas les citoyens américains, William Binney et les autres analystes l'avaient doté de mesures de protection intégrées. L'écoute demeurait anonyme, à moins qu'un mandat du tribunal permette d'identifier la personne. Si les données étaient celles d'un Américain ou d'un de ses proches, elles étaient automatiquement cryptées. C'est comme ça que ThinThread avait été conçu. Il y avait un système de protection des données. C'était très efficace pour protéger les citoyens et les gens sans histoire, en cryptant les données et en empêchant même les analystes d'y avoir accès. Thomas Drake était ravi. Ce logiciel expérimental pouvait collecter des quantités massives de données, mais le cryptage protégerait la vie privée des Américains. Il décida d'aller le présenter à ses supérieurs. Dans l'urgence qui régnait dans la foulée du 11 septembre, j'ai rapidement rédigé sur 2 pages un plan de mise en œuvre classé secret et je l'ai présenté à Maureen Baginski. Maureen Baginski était la supérieure hiérarchique de Thomas Drake, la numéro 3 de la NSA. Ça a pris un certain temps avant qu'il ait des nouvelles. Il se passait quelque chose d'étrange. Elle refusait de me rencontrer. Elle ne communiquait jamais avec moi par voie électronique. Rien ne pouvait être enregistré ou conservé. Il a finalement écrit une note qu'il lui a envoyée. Mais au lieu de lui répondre par voie électronique, ce qui aurait été normal, elle lui a écrit sa réponse avec un gros feutre noir. C'était écrit à la main en lettres détachées. Ça disait « Ils ont choisi un autre programme ». Quand Drake lui a demandé quelle était cette autre solution, elle lui a répondu « Désolé, je ne peux pas vous le dire ». Mais plusieurs indices lui ont fait bientôt comprendre que quelque chose de très gros se préparait. Ils ont commencé à voir apparaître des piles de serveurs dans tous les coins. Du jour au lendemain, des gens qui, normalement, se seraient parlé, gardaient le secret sur cette nouvelle opération. Des dizaines d'employés de la NSA avaient prêté un serment de confidentialité. Mais très vite, des fuites se produiront. Des gens venaient me voir très inquiets. Qu'est-ce qu'on fait là, Tom? Je pensais que ça nous prenait un mandat. On me demande de déployer sur des réseaux internes de l'équipement normalement utilisé par le service de renseignement à l'étranger.
Au même moment, Bill Binney et son équipe apprenaient que le programme utilisait ThinThread, mais après en avoir supprimé tous les systèmes de protection de la vie privée. Des cadres supérieurs de la NSA qui préconisaient pourtant une approche plus incisive étaient stupéfaits que l'agence veuille aller si loin. Je refusais de croire, moi qui étais là depuis 37 ans, que soudainement tout allait changer et qu'on reviendrait aux vieilles méthodes du début des années 70. Je ne pouvais pas croire qu'il semblait faire un virage à 180 degrés. Et le fait que leur logiciel ThinThread ait été intégré au programme constituait la goutte de trop. On nous interdisait depuis des années d'espionner les citoyens américains. Le faire maintenant faisait soudainement de nous des criminels par association. L'agence empruntait un chemin qui avait toujours été formellement interdit. Nous étions extrêmement préoccupés. Seulement Thomas Drake continuait à travailler pour la NSA, mais ses inquiétudes grandissaient au sujet de la surveillance nationale. Il décide à nouveau de confronter Maureen Baginski. J'ai tenté une dernière fois de parler à Maureen Baginski. Elle a hésité et m'a simplement dit « Appelez le bureau de l'avocat principal », ce que j'ai fait. J'ai alors dit « Je veux parler à l'avocat principal ». Elle m'avait donné son nom, c'était Vito Potenza. Il a commencé par me dire « Vous ne comprenez pas. Tous les avocats l'ont approuvé, c'est légal. Nous sommes en situation d'urgence. Des moyens extraordinaires sont requis pour contrer cette menace. Nous avons absolument besoin de ces données. » Et il a ensuite ajouté, ce qui donne froid dans le dos, « Ne posez plus de questions, Monsieur Drake. » S'il est réellement venu me voir et qu'il ne connaissait pas le programme, qu'il ne savait pas ce que nous faisions et qu'il m'a dit en gros que nous dérapions dangereusement tout en violant la Constitution, tout ça à une période où il y avait 1000 choses à faire et où nous craignions tous qu'une nouvelle attaque se produise, il n'y a aucun doute dans mon esprit que je lui aurais répondu quelque chose comme « Parlez-en, votre direction, ne me dérangez pas avec ça. » Écoutez, du moment qu'il m'a dit, si jamais il me l'a dit, « Vous violez la Constitution », je pense honnêtement que j'aurais tout de suite mis fin à la conversation. Le programme continuait de s'étendre. Les plus grandes compagnies de téléphone du pays remettaient maintenant en secret à la NSA les relevés d'appels privés de millions d'Américains. Tom Drake était désormais dans une impasse à la NSA. Cet automne-là, Bill Binney va prendre une mesure exceptionnelle. Il décide de faire cavalier seul et de porter l'affaire devant le Congrès. Pour des raisons de sécurité, Bill Binney et Diane Roque conviennent de se rencontrer ailleurs qu'à son bureau du Congrès. Bill est venu chez moi et m'a dit qu'une partie de leur logiciel, ThinThread, était utilisée pour intercepter des communications nationales en allant à la pêche, en ciblant tout le monde. Diane m'a dit, ils agissent comme des voyous. Ils sont devenus de véritables voyous. Elle commence alors à envoyer de percutantes notes de service aux dirigeants de la Commission sur le renseignement. J'ai essayé très fort de les persuader de remettre les protections en place. Je leur ai dit que s'ils ne le faisaient pas, si le gouvernement refusait de le faire, qu'ils devaient alors insister pour que ce système soit mis hors d'usage. Mais ce que Diane Roque ne savait pas, c'est qu'en octobre, la Maison-Blanche avait convié certains leaders du Congrès à une réunion secrète dans le bureau du vice-président. Le briefing était dirigé par le général Hayden. Mike Hayden est particulièrement brillant lorsqu'il s'agit d'expliquer des choses de telle façon que des néophytes puissent arriver à les comprendre. On voulait vraiment se laisser convaincre par Mike, absorber et digérer toute cette information plutôt que de la remettre en question.
En choisissant ses mots, il s'arrangeait pour éviter de dire ce qu'il ne voulait pas dire, tout en évitant aussi de mentir. Notre but était d'arriver à impliquer cette autre branche du pouvoir politique dans le programme. Nous serions allés à l'encontre de nos buts et de nos intérêts si nous n'avions pas été totalement transparents avec eux. Pourtant, aussi ouvert que le général Hayden prétendait l'être, il avait imposé que ce briefing ait lieu sous des règles très strictes. Au retour du briefing, certains d'entre eux comprenaient qu'il leur serait impossible de surveiller efficacement le programme. Dès l'été 2002, ils tournaient déjà à plein régime. Je leur disais que c'était contraire à l'éthique, immoral, politiquement stupide, illégal et inconstitutionnel. Arrêtez, car lorsque tout ça sera connu, ce sera l'enfer sur Terre. Je lui ai dit, vous devez parler au général Hayden. Vous devez aussi savoir que les inquiétudes que vous exprimez dans ce domaine me sont connues, mais que je n'en discuterai pas avec vous parce que, bien franchement, votre code de sécurité ne vous permet pas l'accès à ce niveau. Mais comme vous avez découvert certaines choses, vous devez maintenant parler au général Hayden. Diane Rourke est convoquée à la NSA pour y rencontrer le général Hayden. En me rendant là-bas, je voulais connaître les raisons qui l'avaient poussé à enlever ses protections, le cryptage et le système automatique de suivi. Je lui ai posé la question à quelques reprises, sans jamais avoir de réponse. J'ai alors décidé que je ne quitterais pas la pièce tant qu'il ne me répondrait pas. À ma 5e tentative environ, il a baissé la tête. Je me souviens qu'il était incapable de me regarder dans les yeux et il a dit « Nous avons le pouvoir, nous n'avons pas besoin de ces protections. » Et c'était parfaitement clair que le pouvoir dont il parlait était celui dévolu au commandant en chef en temps de guerre. Je lui ai simplement répondu que je n'étais pas d'accord avec ces deux conclusions, que je croyais que ce que nous faisions était légal et efficace, et que si je découvrais un meilleur moyen que celui-là, je m'en servirais aussi. Vers la fin de la réunion, le général Hayden a clairement indiqué qu'il voulait que j'arrête d'exercer des pressions contre le programme. Je lui ai dit, Diane, un jour tout ça deviendra public. À ce moment-là, vous pourrez faire valoir vos arguments et moi les miens. J'ai compris qu'il n'aimait pas que j'en parle avec des gens du pouvoir exécutif ou de la commission du renseignement de la Chambre des représentants pour essayer de les convaincre de rétablir les contrôles sur ce programme. À ce moment, le secret du général Hayden tenait encore. Au début de 2003, garder secret le programme du président allait devenir plus ardu. Dans un petit bureau du département de la justice, l'avocat Thomas Tam s'attelait à une nouvelle tâche. J'étais rempli d'ardeur patriotique. Je travaillais surtout avec des agents du FBI pour tenter de découvrir de nouvelles façons d'espionner les gens qu'on soupçonnait d'être des agents secrets ou des terroristes. Thomas Tam allait travailler pour l'une des institutions les plus secrètes de Washington, le tribunal des services du renseignement étranger, la FISA. La FISA avait été créée pour agir comme chien de garde à la suite des révélations que, sous l'administration Nixon, la NSA espionnait les Américains. Avec ces réformes, la NSA ne pouvait exercer de surveillance sur le territoire américain qu'avec un mandat émis par la FISA. L'écoute était permise à l'international, pas à l'interne. Vous pouviez écouter tout ce que vous vouliez à l'étranger, mais pas au pays, à moins d'avoir un mandat. Et au département de la justice, c'est Thomas Tam qui était chargé de préparer les mandats pour la FISA. La loi disait expressément que ne pas passer par le tribunal était un crime fédéral. Mais en se penchant sur des dossiers terroristes, Thomas Tam découvre avec surprise des preuves de l'existence du programme. Comment le gouvernement avait-il obtenu ces renseignements? J'ai demandé à un de mes superviseurs si elle connaissait les objectifs de ce programme. Elle m'a dit qu'elle présumait que ce qu'on faisait était illégal et qu'elle ne voulait pas poser de questions. Thomas Tam était inquiet. Il faisait de la surveillance électronique sans mandat et se servait de ces renseignements pour monter des actions en justice sans révéler leur source au tribunal.
Comme Tam et certains de ses collègues ignoraient l'existence de cette directive secrète du président, ils se demandaient si le procureur général Ashcroft agissait dans l'illégalité. Cela me tracassait beaucoup. Mais tout a culminé le jour où un adjoint au bureau m'a dit qu'il était possible, pour la première fois de l'histoire, qu'un procureur général en poste soit mis en accusation. Thomas Tam a ensuite tenté de s'informer auprès de ses supérieurs, mais en vain. Il décide finalement de faire une démarche risquée. Il se rend au Congrès afin d'y rencontrer secrètement l'adjointe d'un influent sénateur. J'ai dit, le Congrès sait-il ce que nous faisons avec ce programme? Elle m'a répondu qu'elle ne pouvait pas en parler. J'ai dit, dans ce cas-là, je vais peut-être aller voir la presse. Je me souviens que son dernier commentaire a été, « Vous savez, Tom, les lanceurs d'alerte ne s'en tirent généralement pas très bien. » Je lui ai répondu que je le savais. À l'automne 2003, la Maison-Blanche doit combler un important poste laissé vacant au département de la justice. Le département de la justice avait besoin d'un nouveau directeur du bureau du conseiller juridique, un poste qui vient avec beaucoup de pouvoir. Cheney et Addington se sont réunis pour en discuter. David Addington avait un candidat en tête et c'était Jack Goldsmith. La réputation de Jack Goldsmith était irréprochable et il était bien connu et apprécié dans les cercles conservateurs. Avec la bénédiction de David Addington, Jack Goldsmith était maintenant le nouveau directeur du bureau du conseiller juridique. Son mandat était d'examiner la légalité des opérations les plus secrètes du gouvernement. On me briefait sur des tas de programmes, des programmes secrets et de contre-terrorisme. J'étais profondément naïf. Je savais que je détenais un poste important, mais je ne réalisais pas pleinement la nature des enjeux. Jack Goldsmith est bientôt convoqué au bureau de David Addington. Le temps était venu de lui dévoiler le programme. Jack, comme la plupart de ceux qui ont été briefés sur le sujet, est entré dans le bureau d'Addington en trouvant la situation quelque peu étrange. Que fait ce document dans le bureau de l'avocat du vice-président? Addington l'avait sorti de son coffre-fort. On pouvait lire sur la couverture « Top secret, SI, Comet, Vent solaire », le nom de code de ce programme. En lisant le document, Goldsmith commence à avoir de sérieux doutes. Le programme était un bel exemple d'une administration qui faisait cavalier seul, qui agissait en secret, en se basant sur des arguments juridiques inadéquats et des opinions juridiques erronées. Goldsmith découvrait que dans le cadre du programme, le gouvernement avait collecté les données des courriels de dizaines de millions d'Américains. Il a dit, vous ne pouvez pas justifier cette collecte de courriels. C'est une violation manifeste du 4e amendement et peut-être aussi du 1er amendement. Dave Addington, furieux que Goldsmith s'oppose au programme, répliqua sur le champ. Il présentait brutalement ses arguments. Il était très sarcastique et agressif avec les gens qui ne partageaient pas son avis et souvent méprisant. Et il avait la bénédiction du vice-président. Ces circonstances faisaient de lui un homme très menaçant. Goldsmith lui a dit « Nous allons retirer notre approbation quant à la légalité de ce programme. » Addington a rugi en lui disant « Si vous faites ça, le sang des 100 000 personnes qui mourront lors de la prochaine attaque sera sur vos mains. » Pour Cheney, Addington, Gonzalez, Hayden et les autres, les enjeux à ce moment-là étaient extrêmement élevés. C'était un crime que de mener ce genre de surveillance aux États-Unis. Et tous comptaient se protéger derrière l'écran protecteur de cet ordre explicite du président, signé par le procureur général, qui disait « Ceci est légal ». Alors, dès que le département de la justice a commencé à dire « Tout ça n'est peut-être pas légal », l'inquiétude et l'anxiété ont monté d'un cran. Au département de la justice, on se préparait à affronter la Maison-Blanche. Le patron de Goldsmith, le sous-procureur James Comey, se charge d'annoncer à John Ashcroft qu'une partie du programme semble illégale. Ils sont allés voir John Ashcroft, le procureur général. Ils ont dit « Nous pensons que c'est illégal. Il faudrait modifier ce programme ou y mettre fin parce qu'on ne dispose d'aucune base solide qui nous permette de continuer. »
John Ashcroft devait reconduire le programme tous les 45 jours, ce qu'il avait fait durant 2 ans et demi. Mais maintenant, il s'y opposait. Ashcroft a confirmé verbalement à Comey qu'il ne reconduirait pas ce programme, à moins que des changements soient effectués. Mais quelques heures plus tard, le procureur général Ashcroft s'effondrait, victime d'une sévère pancréatite. James Comey devenait donc procureur général par intérim. Comey a avisé officiellement la Maison-Blanche qu'il ne signerait pas. Et ça, à moins de 48 heures de l'expiration de ce programme. Devant cette échéance qui menaçait la Maison-Blanche, Alberto González, le chef de cabinet Andrew Card et David Addington décident de se rendre au chevet du procureur général Ashcroft. Janet Ashcroft, l'épouse du procureur général, était très inquiète. Elle a appelé le chef de cabinet de son mari et lui a dit « Mon Dieu, ils s'en viennent le voir ». Le chef de cabinet d'Ashcroft a appelé Comey, son adjoint. Comey est alors dans sa voiture, en route vers chez lui. Il demande aussitôt à son chauffeur de faire demi-tour. Il colle le gyrophare sur le toit et actionne la sirène, et il se dirige vers l'hôpital à toute allure. Goldsmith et Comey entrent dans la chambre de John Ashcroft. Dès notre arrivée, je lui ai tout de suite dit que j'étais désolé pour lui. Puis le juge González a dit « Nous avons apporté le document, le voici. » Le procureur général Ashcroft s'est soudainement redressé. Il s'est redressé de lui-même et s'est mis à parler à González et à Card pendant peut-être 2 ou 3 minutes. Sans entrer dans les détails, je peux dire qu'il leur a brossé de façon extraordinairement claire et précise l'état de la situation. Il leur a également expliqué pourquoi il n'approuverait pas ce programme. Et il leur a fait la morale. Puis à la fin, il leur a dit « De toute façon, ce n'est pas moi le procureur général actuellement, c'est Jim Comey. » Jim Comey était effectivement le procureur général par intérim. C'était un moment extraordinaire, incroyable. Une des choses les plus fascinantes que j'ai vues dans ma vie, de voir cet homme qui semblait moribond connaître ce moment de clarté extraordinaire. Lorsqu'il nous a répété qu'il n'était plus le procureur général et qu'il s'est tu, Andy a simplement dit « Merci, nous allons en discuter avec le sous-procureur général » et nous sommes partis. Dans la foulée de cette confrontation à l'hôpital, Dick Cheney presse le président d'agir unilatéralement, de réautoriser le programme dans son entièreté, même si le département de justice prétend qu'une partie de celui-ci n'est pas légale. Cheney et David Addington ont rédigé un nouvel ordre. Mais cette fois, il y avait une subtile nuance. Au lieu d'y insérer une page pour permettre au procureur général d'y signer que « Je certifie que cet ordre est légal », c'était plutôt une page destinée à recevoir la signature de l'avocat de la Maison-Blanche, Alberto González, qui ne disposait pas du même pouvoir légal. J'étais convaincu que j'avais l'autorité juridique suffisante pour aller de l'avant. Je savais que le président n'était pas avocat et que c'était ma responsabilité, si j'estimais que c'était légal, de signer ce document. Je l'ai fait pour protéger le président. C'est pour ça que je l'ai signé. Mais la Maison-Blanche s'interrogeait. Est-ce que le général Hayden prendrait le risque légal de poursuivre le programme? David Addington m'a appelé et m'a dit « Êtes-vous prêt à continuer sans la signature du procureur général, mais avec celle de l'avocat de la Maison-Blanche, Al González, et l'autorisation du président? » J'ai pensé un moment et j'ai dit oui. Le général Hayden ainsi qu'Alberto González ont rapporté que leur empressement était justifié par un événement survenu juste avant le coup de fil de Dave Addington. In Madrid this morning, more than 190 people were killed and more than 10 simultaneous bomb blasts. C'était l'une des plus graves attaques terroristes depuis celle du 11 septembre. Considérant la sévérité de cette menace d'Al-Qaïda et l'ambiguïté de la situation, j'estimais que la bonne décision à prendre sur les plans opérationnels, légal et éthique était de se dire « Très bien, on va y aller encore une fois dans un cadre légèrement différent. » Cet après-midi-là, le président Bush réautorisait le programme. Au même moment, au département de la justice, Jack Goldsmith rédigeait sa lettre de démission.
Des dizaines de hauts fonctionnaires du département de la justice menaçaient de se joindre à lui, y compris le directeur Mueller du FBI et même James Comey, le procureur général par intérim. Je ne pourrai jamais accepter de participer à une chose que je considère comme fondamentalement inacceptable. Je démissionne dès maintenant de mon poste de sous-procureur général des États-Unis. Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués. James B. Comey. George Bush était au bord du précipice. Sa présidence était en jeu. On parlait ici de près de 2 douzaines de démissions, pratiquement tout le personnel politique du département de la justice, du procureur général en descendant. Aucun président ne peut survivre à ça en pleine année électorale. Le lendemain matin, le président décidait d'avoir un entretien privé avec le procureur en chef par intérim, James Comey. À la fin du briefing sur la sécurité nationale, Bush a dit à Comey « Restez un instant, j'aimerais qu'on se parle ». Cheney s'est approché et Bush a dit « Non, non, seulement nous deux ». Puis il a dit « Qu'est-ce qui se passe? Comment pouvez-vous poser un geste de cette importance à la dernière minute ?» Comey s'est alors rendu compte que le président n'était pas au courant de la situation. Le président pensait que tout ça avait commencé la veille. Il ne savait pas que ça durait depuis 3 mois. Alors Comey a dit « Monsieur le Président, si c'est ça qu'on vous a rapporté, vous avez été très mal informé par vos conseillers. » Le président ne voulait certainement pas voir le directeur du FBI et le sous-procureur général remettre leur démission. Le président demande alors à voir Robert Mueller, le directeur du FBI. Bush a alors dit à Mueller « Allez dire à Jim Comey d'arranger les choses. J'annule mon ordre, corrigez-moi ça. » La collecte de données sans mandat venait de s'arrêter. La crise était évitée. Mais à la Maison-Blanche, ils étaient déterminés à tout remettre en marche. Alors, ils ont commencé à fouiller dans toutes les lois de la FISA. Ils fouillent dans le Patriot Act pour essayer de trouver des lois existantes, des règles existantes. Appelons ça des vides juridiques, pour arriver à justifier ces programmes. On envoie ensuite le général Hayden rencontrer un juge du tribunal secret de la FISA pour le convaincre de redémarrer le programme. Le juge Collar Cotterly a jugé finalement que tout ça était légal, que la NSA pouvait en effet collecter toutes les métadonnées Internet qui entraient et sortaient des États-Unis. Pour y arriver, ils se sont servis d'une règle qui ne permettait de connaître les numéros des appels entrants et sortants que d'une seule ligne téléphonique. Et l'ont étendue à tout le monde. La décision secrète de la juge Collar Cotterly s'appuyait sur l'interprétation controversée d'un jugement de la Cour suprême rendu 25 ans auparavant. C'était franchement tiré par les cheveux. L'idée d'utiliser ce jugement pour justifier la collecte de plusieurs milliards de métadonnées Internet en ont surpris plusieurs lorsque tout ça a été révélé grâce aux archives Snowden. Mais c'est le chemin qu'ils ont pris. Le programme était relancé, plus imposant que jamais.